également mis des leaders dans sa voiture. Bon, et là, il a pris tous les autres, il les avait amenés avec lui. Nous, on est restés derrière parce que la cellule était par terre et je ne pouvais pas l'abandonner. D'accord. Est-ce que vous avez vu des machettes, des flèches, des gourdins? C'était difficile à dire puisque tous nous avons bénéficié, entre guillemets, de circonstances plus ou moins, j'allais dire, exceptionnelles. En dehors des coups que nous avions reçus, nous ne pouvons pas attester de ce qui s'est passé par la suite à l'intérieur du stade, dans la solitude, mais on a vu qu'il y avait par la suite beaucoup de personnes qui étaient blessées et les récits que nous avons enregistrés étaient macabres. Mais de visu, je ne peux pas dire que j'ai vu des gens, en dehors de ce que je viens de déclarer tout à l'heure, des gens armés de coupe-coupe et de nous. On était dans d'un espace qui était loin du grand monde. Donc, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens, des gens qui étaient habillés en t-shirt, genre Chelsea et autres? Bon, sur le coup, on a vu des gens avec des espèces d'uniformes qui n'étaient pas du tout conformes avec l'allure de ce que les forces de défense et de sécurité doivent porter. Bon, il y avait des civils, donc ceci et ceux-là qui nous poursuivaient pour nous asséner de coups avant l'arrivée du colonel Tibourou. Bien, vous dites au camp Samori, vous avez vu un camion militaire qui était venu, mais vous n'avez pas pu voir l'intérieur. Oui. Mais ça m'a tiqué. Un camion était quand même venu. Oui, c'était comme si les parois étaient très hauts, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il avait garé à quel niveau précisément? Dans l'espace qui mène au dispensaire du camp Samori. Il y avait beaucoup de militaires autour. Bon, dès que le camion s'est garé, j'ai l'impression que c'était comme s'il n'y avait pas quelque chose de particulier. J'ai simplement vu un militaire essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et après il est redescendu et voilà. Il vous a quand même semblé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur? Ça m'a semblé bizarre. D'accord. Et que savez-vous des cas de disparition, d'esclavage sexuel? Puisque vous étiez dans le mouvement, qu'est-ce que vous avez appris à propos de tout cela? Bon, j'ai appris énormément de choses, des récits très tristes, des gens qui étaient enfermés au camp Makambo et qui sont restés longtemps, dont certains étaient des militants. Et le récit était très douloureux. Et d'autres, il y a au camp Alpha Yaya, il y a des personnes enfermées dans les conteneurs. Bon, il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Donc, à travers tous ces récits, tous ces témoignages, vous croyez qu'il y a eu effectivement des disparus? Oui, parce qu'il y a certains filles victimes d'esclavage sexuel. Bon, parmi les filles que nous avons pris en charge, vous savez, il y a des choses que des fois les personnes, par pudeur, n'aiment pas raconter, mais a priori, on avait entendu qu'il y avait des personnes séquestrées. Dans ce sens. Et pour vous, ces massacres-là, quel est le mobile réel? Pourquoi il y a eu ces massacres? Bon, c'était une forme d'intimidation pour semer la terreur. Et peut-être que... Est-ce que ceci était fait spécialement pour
la manifestation, ou bien est-ce que ce qui était dans une certaine mesure, ça c'est une analyse, est-ce que ce n'était pas une confrontation entre différentes forces militaires qui étaient en train de se préparer? Et donc la manifestation du 28 septembre, avec la répression qu'elle a endurée, je pense, a fait que beaucoup de choses qui étaient prévues, planifiées, n'ont pas pu se faire, et ça a détourné l'action vers une autre dynamique. Bien. Est-ce que vous avez eu vent des différentes réunions qui s'étaient tenues au niveau de la hiérarchie militaire bien avant ces événements du 28 septembre? Personnellement, je n'étais pas informé de cela. Je n'ai pas appris qu'il y avait ce genre de réunion, mais je dois dire que je m'intéressais peu à ces aspects. Sinon, on risquait d'être, comment on appelle ça, intimidé, ou parce qu'on sait comment les choses se passent. On vous fait croire qu'il y a des choses qui se préparent parce que, dans le but de vous déstabiliser. Et personnellement, j'étais focus sur l'organisation de la manifestation proprement dit. D'accord. Au cours de cette matinée du 28 septembre, il avait plu, hein? Oui, il y avait une fine pluie, mon inquiétude, c'était que la pluie soit suffisamment forte, parce que en 92, le fait que, à ce moment-là, pour la conférence Nations souveraines, que beaucoup de responsables se soient débinés à la dernière minute, ont impacté de manière sérieuse la lutte politique, parce que de 92 à 2004-2005, c'est comme si c'était un ectoplasme plat. Il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus de contestations. Et pendant toute cette longue période, on disait tout ce qui se fait en Guinée est possible. Toute revendication démocratique, s'il n'y a pas un soutien populaire, c'est comme si vous êtes dans les nuages, vous voulez amener ce pays, cette société, vers plus de démocratie. Mais vous voyez, rien ne se passe, la population est atteinte d'une telle apathie, et c'était l'inquiétude que le 28 septembre 2009, qu'on se retrouve encore dans cette situation, parce que si cela se passait comme ça, j'avoue qu'on en aurait encore pour des dizaines et des dizaines d'années dans une situation de léthargie démocratique et de recul dans tous les domaines. D'accord. Vous dites que vous avez reçu un coup au niveau de la tête. Vous avez pu dévisager la personne? Non, non. C'était un militaire, c'était un béret rouge? Bon, vous savez, dans cette brouhaha, dans cette tohu-bohu, je n'ai pas pu distinguer, je n'ai même pas vu venir le coup. Tout simplement, j'ai su que j'ai reçu un coup sur la tête. J'étais sonné, mais j'avais gardé heureusement toute ma lucidité. D'accord. Nous revenons à la clinique Ambroise Paré. Ce sont des militaires qui étaient venus avec des grenades. D'accord. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pu les identifier? Bon, je n'ai pas pu, et puis il n'y a jamais eu l'occasion, au moment où la mémoire était fraîche, de savoir c'était qui. Mais je sais que le colonel Thieboro sait de qui il s'agit, puisqu'ils sont du même corps, du même milieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos de celui qui avait proféré des menaces? Non, ils ont indiqué, puisque déjà la cellule était sur le brancard à l'intérieur et que les médecins s'affairaient,
Il leur a dit, si vous ne vous les sortez pas, ils vont jeter des grenades à l'intérieur de la clinique. En ce moment, le colonel Tcheboro était là. Il était là, oui. Et Toumba aussi était là. Non, je n'ai pas vu le commandant Toumba. Il n'était pas présent en ce moment. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. D'accord. Et qui donc avait envoyé ces leaders-là à la clinique Ambroise Paré? Puisque quand vous arriviez, il n'était pas là. Je sais que le colonel, le commandant Toumba Diakité, c'est lui qui a pris en charge tous les autres leaders, excepté M. Dallet et moi-même. Mais les leaders, eux, ils étaient là à l'intérieur de la clinique? Non, on ne les a pas rencontrés là-bas. Parce que pour moi, le colonel, le commandant Toumba était parti depuis... la notion du temps me fait défaut lorsque j'y repense, mais ils étaient partis bien avant. Je veux savoir, ces leaders-là, qui étaient venus avant vous à la clinique, n'est-ce pas? Ils étaient à l'intérieur de la clinique? Ils n'étaient pas à l'intérieur de la clinique. Ils étaient au dehors? Et je ne les ai pas vus. D'accord. Seulement, vous avez vu les deux militaires qui sont arrivés? Oui. Et le colonel Tcheboro était là? Oui. Merci bien. Au stade, vous avez vu des femmes violées, des filles violées? Pour cela, la seule femme que j'ai vue, c'était celle au niveau de l'esplanade, qui était entourée par des hommes en uniforme et qui cherchaient à la dévêtir, et elle se débattait pour protéger sa nudité. C'est le seul cas que vous avez vu? Oui, parce que... Oui, vous n'avez pas vu des corps? Non. Vous n'avez pas vu des blessés? Bon, nous étions blessés, mais... Hormis vous? C'était difficile parce que vous apercevez du monde, des gens qui courent. Peut-être certains sont tombés. C'était le sauve-qui-peut? Oui, c'était le sauve-qui-peut général. Et nous, est-ce que nous avons fait l'arrivée du commandant Toumba Diakité et notre sortie du stade? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? C'est difficile de se prononcer, mais bien. Je sais que d'autres sont restés là-bas des heures durant, et avec tout ce qui a pu se passer, pratiquement dans la solitude. Vous dites que le président Jean-Marie vous disait qu'il avait reçu des menaces. Lorsque vous étiez arrivé chez lui lorsqu'on est arrivé le matin, il n'avait pas l'air de vouloir aller au stade. Vous avez compris qu'il avait reçu des menaces? C'est ce qui était très probable, mais nous avons estimé, pour ne pas rééditer nos échecs de 92, c'était de le laisser là-bas avec un ou deux autres responsables. Je veux juste savoir ce passage. Vous avez compris quand même qu'il avait reçu des menaces, n'est-ce pas? Oui, parce que M. Sidia Touré avait confirmé que lui, il avait reçu des appels. Alors pour vous, est-ce que ce n'était pas des prémices de ces massacres-là? Non, ce n'était pas possible de penser que cela allait être possible. Donc au moment où vous alliez au stade, vous n'aviez jamais compris qu'il y aurait eu des massacres? Non, parce que d'autant plus, comme ministre de la Réconciliation nationale, le massacre du 22 janvier 2007, nous avions organisé une espèce de forum national où l'institution militaire était venue présenter ses excuses à la nation pour dire que plus jamais des choses de ce genre ne vont pas se répéter. Et malheureusement, ça c'était au mois d'août 2008. Par la suite, nous avons su que cette forme de justice transactionnelle n'était pas suffisante pour empêcher des expressions de massacre aussi dramatiques et tragiques comme celui du 28 septembre. Bien. Et le fait que nous n'avons pas eu le procès plus tôt a encouragé encore la réédition de ce genre de massacre un peu partout à l'intérieur du pays. Est-ce que la population civile portait sur elle des armes? Non, parce que c'était une exigence formelle de venir sans qu'il y ait toute
toute confusion autour de ça. C'était une manifestation purement pacifique. Vous n'avez vu personne armée, parmi la population civile? Parce que même lorsque le matin on allait vers le stade, j'ai rencontré un jeune qui avait un sachet. Je me suis arrêté pour lui dire qu'est-ce qu'il a dans son sachet. Ça, c'était même loin du stade. C'était au niveau de Dixide, à côté, un peu à côté de comment on appelle ça, de la pharmacie. Mais comme c'était convenu, il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer que des gens pouvaient transporter des armes blanches ou toute autre chose. D'accord. Et pour vous, ces massacres-là, est-ce qu'ils ont été spontanés ou bien ils ont fait l'objet d'une préparation minutieuse pour vous? Bon, c'est un peu compliqué, mais déjà, le fait d'ouvrir le stade, pour moi, c'était un élément qui n'était pas normal. Oui, cette question, elle est importante pour vous, parce que comme je l'ai dit, vous êtes en amont, vous êtes en aval. Oui. Pour vous, ce que vous avez constaté au stade, est-ce que ça pouvait vous faire dire que c'était spontané, c'est-à-dire les gens ont appris que vous étiez mobilisés au stade, ils sont venus pour réprimer, ou bien ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir réprimer cette manifestation-là? Bon, comme je ne suis pas au courant mais le fait que le portail du stade soit ouvert, pour moi, était un élément qui sentait un piège qui allait se refermer autour des manifestants. Mais comme la situation s'est présentée, on n'y pouvait rien parce que c'était une foule qui nous a transportés enthousiastes, croyant que le fait d'entrer dans le stade était une victoire en soi. Intérieurement, lorsqu'ils m'ont porté, j'étais inquiet du fait qu'on rentrait dans le stade. Mais bon, on n'y pouvait plus rien. D'accord. Et merci bien. Merci. Merci beaucoup. Pour finir, je vais à mon tour vous poser des questions de précision. Il est vrai que ça fait assez de temps, 13 ans, la mémoire peut ne plus être fidèle. Vous ferez l'effort nécessaire de vous souvenir des points les plus saillants par rapport aux questions que je vais vous poser. D'autant plus que vous appartenez à une formation politique et vous aviez créé au même moment le Forum des forces vives et vous étiez membre actif, c'est ce qui vous a valu d'être désigné par tout ce beau monde comme l'organisateur principal de la manifestation du 28 septembre, que vous avez voulu pacifique et qui s'est soldée par cette tragédie malheureuse que nous avons connue. Alors, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, vous aviez reçu, peu après les événements du 28 septembre, des familles qui vous ont indiqué qu'ils n'ont pas vu les leurs au stade, qui étaient partis tôt le matin pour le stade du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009? Bien. Bon, l'expérience, pour remettre tout ça dans le contexte, l'expérience du ministère de la Réconciliation nationale par rapport à la tragédie du 22 janvier 2007, où nous avions cherché à prendre contact avec les victimes, leurs proches. À mon niveau personnel, le vide de documentation lié au 22 janvier 2007 m'a amené en tant qu'organisateur de la manifestation du 28 septembre 2009 immédiatement à prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une documentation
des listes des personnes qui ont disparu, des personnes qui sont mortes, des blessés, pour préparer, en cas de nécessité, disons, des procès ultérieurs. Et je pense que ce travail a beaucoup aidé aux travaux de la Commission internationale nationale d'enquête. Il y avait beaucoup de disparus, puisqu'il y avait même une association qui avait été mise en place pour le cas des disparus. On a parlé également des fosses communes. Plusieurs citoyens qui étaient sortis dans la même lancée le matin du 28 septembre 2009, on ne les a pas retrouvés au niveau des morgues, on ne les a pas retrouvés vivantes, j'allais dire. Est-ce que vous étiez informé de l'existence de fosses communes où plusieurs de nos compatriotes ont été ensevelis? Les idées dans ce sens ont prospéré, mais en termes de, disons, de preuves formelles, nous ne les avons pas. Mais il y a des informations par-ci, par-là pour indiquer que ces fosses ont existé et que d'autres, est-ce qu'ils n'ont pas été jetés à la mer? Aviez-vous été informé aussi de l'incendie de plusieurs concessions le 28 septembre et les jours d'après, du pillage de beaucoup de commerces et leur contenu, notamment dans les banlieues périphériques de Kaloum? C'est vrai, ceci a existé, mais dans les circonstances de l'époque, les destructions de biens matériels dans notre mémoire étaient considérées comme étant très secondaires au regard de la tragédie que nous avions enregistrée. Vous étiez l'un des leaders politiques qui était à la tribune du stade du 28 septembre. Oui. Il y a eu des tirs à balles réelles. Est-ce que vous avez vu des citoyens tomber là-dedans du fait des balles que les militaires avaient tirées? Comme le stade est très vaste et que nous avions aperçu, ou j'ai aperçu, ceux qui étaient au niveau de la pelouse et au niveau des gradins fuir et s'éparpiller, et certains tomber de loin, on ne peut pas attester si ces personnes ont été atteintes de balles ou sont tombées comme ça, pour ne pas être très formel sur la question. Je ne peux pas être très affirmatif. Parce que vous étiez l'un des organisateurs, est-ce qu'après la soirée du 28 septembre ou les jours d'après, vous êtes rendu à la morgue, aux différentes morgues de Ignace Dine et de Donka? Bon, nous sommes restés, je pense, 72 heures à la clinique, 72 heures, je crois, à la clinique Pasteur. Et à partir du 1er octobre, l'idée qui était, c'était comment faire évacuer, à mon niveau personnel, comment faire évacuer toute la famille. Ça m'a mobilisé. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à sortir, à aller déambuler dans les rues de Kaloum pour s'enquérir de la situation. Le premier contact avec les hôpitaux, c'était, je pense, le vendredi où les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée Faisal. Alors, à titre personnel, vous avez déclaré avoir été victime de coups desquels ont résulté des blessures. Vous confirmez n'avoir pas identifié l'auteur de ces coups-là, non? Non, non. Parce que vous regardiez plus ou moins la radio, enfin la télévision nationale,
et vous connaissiez plus ou moins certaines des personnes qui sont dans le box des accusés, est-ce que vous êtes à même, 13 ans après, de dire, à part de M. Toumba Diakité, que vous avez reconnu à l'intérieur du stade, qui a été plus ou moins un des sauveurs de certains leaders politiques, et de Moussa Thiebro Kamara, qui aussi vous a apporté un secours, est-ce que vous êtes à même de distinguer certains des accusés présents ici qui étaient dans l'enceinte du stade du 28 septembre? C'est difficile puisque je ne les connaissais pas, donc je ne peux pas être affirmatif. Et avec le temps, la mémoire s'estompe et puis ce qu'on entend par-ci par-là peuvent être, disons, peuvent faire nous croire qu'il y avait tel, mais pour une honnêteté, j'allais dire intellectuelle, je ne peux pas être affirmatif pour dire que je reconnais tel ou j'ai reconnu tel à ce moment-là, parce que je ne les connaissais pas. Merci, M. Ba. Merci. Merci, M. le Président. La défense. Peut-être, certainement, il a mal expliqué cette partie, mais ce que je cherche, il a voulu parler d'Abdoulaye Keïta, qui était le chef d'état-major adjoint. Il a parlé de la structure, il a parlé du chef d'état-major, général des armées, il a parlé de son adjoint. Alors, moi, je ne peux pas être chef d'état-major, général des armées adjoint, ni chef d'état-major particulier de l'air, de terre, mer, air. Peut-être dans la communication, certainement, cela, le langage peut lui être, s'il a dit. Alors on peut retenir que sur le plan organisation militaire, vous êtes le premier chef. Vous pouvez confirmer ça devant ce tribunal. Mais commandant en chef des forces armées. Je peux encore vous détailler pour rafraîchir votre mémoire. Commandant en chef des forces armées, président de la République. Commandant en chef des forces armées, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, il est le chef suprême des armées, parce que c'est lui qui nomme tous les militaires, tous les gradés, qui les emploie à des postes bien déterminés. Il peut revoquer un chef d'état-major général des armées, il peut élever qui il veut, comme au point de vue grade, au point de vue aussi commandement. Chef suprême des armées, il décide si la nation est en crise. Il est accompagné du ministre de la Défense et de certains généraux en la matière. Si l'État est dans une certaine crise, il faudrait que le chef d'État, chef suprême des armées, donne son aval. Ce n'est pas là le ministre de la Défense qui donne l'aval. C'est pourquoi on dit chef suprême des armées. Moi, ma curiosité est de savoir si vous confirmez qu'en votre qualité de président de la République, vous étiez le chef, le premier chef sur le plan organisation militaire. Vous confirmez cela devant ce tribunal, contrairement à ce qui a été révélé ici à la barre ce matin. Que le premier? Oui, le premier chef. C'est ce que je suis en train de vous détailler. C'est ce que je suis en train de vous détailler, monsieur le Président. Monsieur Kamara, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur le procureur. Vous vous sentez bien, on peut continuer?
Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, à la suite de mon collègue, oui, monsieur le procureur. Je vais vous poser quelques questions. Oui, monsieur le procureur. C'est juste des questions de précision, oui, monsieur le procureur, ou de consolidation. Oui. Parce que vous vous êtes exprimé de long à large par rapport à tous ces événements-là. Oui. La première question est celle de savoir si vous confirmez que vous n'avez jamais pris un acte pour désigner le commandant du régiment ou son adjoint. Oui. Vous n'avez jamais pris d'acte. Oui. Très bien. Alors moi, j'ai sous mes yeux un décret qui a été signé, et copie vous en sera donnée tout de suite. Excusez-moi, je vais... Hein? Mon substitut va procéder à la distribution, s'il vous plaît. J'ai un décret ici, copie vient d'être donnée à l'un de vos conseils. Ouais. C'est le décret D numéro 028-PRG/CNDD/SGPRG/2009 en date du 22 janvier 2009, par lequel vous avez nommé le capitaine Sa Alphonse Touré, précédemment en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant adjoint du régiment commando. Ouais. On va vous donner la copie pour savoir si ce sont vos signatures et cachets qui y sont. Avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. Bon, vous n'avez pas précisé la question, Monsieur le procureur. Je l'ai bien précisé. Non, vous n'avez pas parlé, c'est moi qui ai parlé du commandant de Aïdor Ba ici. J'ai été très clair et j'ai dit le Aïdor Ba était le commandant du régiment, la prise du pouvoir. Monsieur le procureur, le tribunal n'a pas reçu. Ensuite, le lieutenant Sa Alphonse, et ensuite... On s'en excuse, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous me suivez? Je vous suis. J'ai reconnu ici que Aïdor Ba était le commandant du régiment, qui était l'adjoint du général Sekouba. Sa Alphonse Touré était également l'adjoint, et j'ai parlé aussi à l'époque du colonel Aboulaye Keita. Je dis c'est à l'issue de leur arrestation que le régiment est resté comme ça, où il était question avec le général Sekouba, on devrait chercher leur remplaçant. Donc si vous m'auriez posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait un décret par rapport à tel nom, j'allais effectivement vous répondre. Mais lorsque vous parlez comme ça, monsieur le procureur, ça devient une question de piège. Non. Sinon, sinon... Excusez-moi, monsieur Camara. Non, sinon, excusez-moi, monsieur Camara. Sinon... Vous permettez? Oui, sinon... Vous permettez? Oui, excusez-moi du langage. Excusez-moi du langage, monsieur le procureur. Sinon, monsieur le procureur, c'est moi qui ai parlé ici que les trois c'est les trois qui géraient le régiment. J'ai dû croire que, puisqu'on est dans le cadre de Aboubakar Sidiki Diakité, qui avait dit effectivement qu'il n'avait pas reçu un décret, c'est dans ce sens que je suis allé.
Mais si, vous m'avez dit, est-ce que le capitaine, est-ce que les trois étaient, vous avez pris un décret par rapport à ces trois? J'allais être très clair j'allais être très précis, monsieur le procureur. Je suis satisfait, ma question était précise, oui. Vous avez donné une réponse et je vous ai produit l'acte que j'ai. Je passe. Alors, répondant ce matin à l'une des questions de votre conseil, vous aviez dit que vous étiez à la tête d'un gouvernement militaire et que c'était un régime d'exception. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que dans ce cas, vous confirmez qu'en 2009, vous étiez un chef militaire, comme vous l'avez dit, et que vous étiez le commandant en chef des forces armées? Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui. En cette qualité, aviez-vous le pouvoir de nomination à tous les hauts postes militaires? J'entends par là les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les premiers responsables de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui les nommiez? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Oui. Vous confirmez avoir pris des décrets pour pourvoir à des postes militaires, à des hauts postes de police ou de gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, vous aviez le pouvoir de donner des instructions ou des ordres dans le langage militaire à ses premiers responsables, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Après la survenance des événements le 28 septembre, au stade du même nom, vous étiez encore le chef de l'État, oui. Président de la transition, oui. Chef suprême des armées. Oui. Et en quelque sorte, vous étiez le père de la nation guinéenne. Oui. Est-ce qu'en cette qualité, vous avez pris des actes de désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Acte de désapprobation? Bien sûr. Je veux dire, ouais. Si d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez dit, répondant tout de suite à une des questions du procureur Camara, qu'en réalité, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour jugement. Et donc, les faits qui se sont passés au stade ont indigné plus d'un Guinéen. C'était des actes abominables, c'était du jamais vu dans notre République qui est foncièrement religieuse. Qu'on soit de confession musulmane ou chrétienne, en tout cas, les Guinéens ont une croyance en un Dieu unique. Et donc, est-ce que vous avez pris un acte pour vous désolidariser du comportement de ceux-là qui sont allés tirer sur une population civile rassemblée en un lieu, désarmée, qui en réalité, dont le seul crime était d'avoir revendiqué un droit? Est-ce que vous avez pris un acte ou des actes de désapprobation pour vous désolidariser du comportement de ces bérets rouges dont on parle tant? À ce niveau, j'ai estimé que qu'il fallait organiser, constituer immédiatement une situation de crise. Et je n'ai pas pensé par rapport à ce que vous dites.
pour moi, c'était d'abord les corps, ensuite les donner aux familles éplorées et inviter les familles des victimes pour faire ce qu'on doit faire dans le cadre religieux, musulman ou chrétien. C'est ce qui fut fait. C'est ce que vous avez pu faire. Oui. Pendant que vous auriez dû, ne serait-ce que faire un communiqué pour indiquer que vous marquez votre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Vous auriez dû prendre un acte, M. Moussa Dadis Camara, parce qu'en vérité, c'était votre population qu'on avait massacrée. Je vous ai dit tantôt qu'au moment des faits, vous étiez le père de la nation. Vous avez appris. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Vous avez appris qu'il y a des dizaines de morts. Les corps qui ont été restitués à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, c'était des Guinéens qui avaient leur famille, leurs proches. C'est votre population. En plus d'eux, il y avait ces femmes qu'on a violées, jamais vues en République de Guinée. Certaines ont été maltraitées, torturées. Il y a de ces familles qui disaient n'avoir pas vu les leurs, qui pourtant avaient quitté la maison très tôt pour venir répondre à l'appel des leaders politiques. Jusqu'à date, ils n'ont pas vu leurs proches. Et tout ceci étaient des citoyens de la République, vos compatriotes, votre population. En tant que père de la nation, en guise de compassion, comme ça se passe un peu partout ailleurs, vous auriez dû prendre un acte pour marquer votre désapprobation. Bien sûr, on a parlé des bérets rouges. Vous êtes un chef militaire. Mais puisque vous avez dit que vous n'avez posé aucun acte allant dans le sens de la commission des infractions, la meilleure de façon aurait été, visiblement, de prendre un acte, comme je l'ai dit, comme ça se passe ailleurs. Je passe. Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation. Les sages, qui étaient tous au stade, je les ai salués. Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisque j'étais déjà tous présents à la réception, et donc il se faisait aussi tard,
je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé et je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, monsieur Camara, votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous
confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque qui étaient autour de moi m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment, dans votre résidence, oui. Le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas? À un? Un ou des véhicules. Une cour? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de parking où on peut garer un ou deux véhicules? Oui, la cour était grande. J'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Oui. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, Monsieur Camara? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. J'ai dit que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc cela, c'est pour dire le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina? Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine? Vous n'êtes pas venu par là? Personne, monsieur le procureur. Alors, et pour renchérir, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens ne serait que des imaginations justes
trouver une porte d'entrée, parce que à date d'aujourd'hui, aucune preuve depuis que je suis là. Donc c'est aussi embarrassant. Et c'est pour cette raison, monsieur le procureur, l'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. Ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. Très bien. Si j'ai pris... Je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée, M. Camara. Je voulais juste noter que, tel que vous le dites, c'est effectif que si vous empruntez votre véhicule de commandement avec tout l'arsenal qui va avec, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. Mais, si vous décidez de prendre un véhicule assez banalisé, il sera difficile de vous reconnaître là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que quand vous passiez, tout le monde savait que le président de la transition a effectué un déplacement d'un point A pour un point B. Et par rapport je suis satisfait par rapport à ça. Vous avez parlé... Excusez-moi, M. Camara. Ouais, mais vous ne voulez pas que je parle, monsieur le procureur, parce que vous êtes là pour parler. Vous êtes là pour parler. C'est juste, on est en train de parler. Je vous suis. Voilà. Donc, je vous écoute. Voilà. Et comme vous m'avez pas laissé aller au bout de mes idées, monsieur le procureur, je ne suis pas cet homme. Je ne peux pas, moi, comme je l'ai dit, je sais ce que c'est que quand on est croyant. Si je l'ai fait, c'était effectivement pour dire que si je l'ai fait, monsieur le Président dit de ne pas me jurer. Et vous savez, je sais personnellement, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent avoir le courage. Ce que j'ai eu à faire. Si au-delà de tout ça, monsieur le procureur, cela n'arrive pas à vous convaincre, le seul Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Le seul Dieu qui est unique. Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous parlez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu, nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs. Et je suis d'accord, monsieur le Président. Bien. Et donc, je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, M. Camara. Merci, monsieur. Merci,